où je risquerais bien sûr à un moment donné de chevaucher un peu ce qui a été dit. On est quand même un petit peu... Non, je préfère ne pas utiliser le micro, je ferai autant, qu'à faire, on est plus à l'aise, etc. Encore une fois, je ne saurais remercier et me soustraire à la règle, ne pas remercier Chinard, quand même il est à son 4e séminaire, et vous savez, ça a toujours été un plaisir, un réel plaisir de venir à Intouta. C'est quelque chose d'incroyable, il y a des vies qui nous marquent. C'est comme un peu la kératine, c'est l'incarnation dans la peau. On aime beaucoup Intouta et on aime beaucoup. Et voilà comment finalement on est capté. Moi je rentre d'Alger, je ne vous cache pas, et j'ai tenu à venir parce que c'est un réel plaisir d'être parmi vous. Alors moi aussi, donc je ne vais pas me soustraire à la règle, donc je vais parler de la transition épidémiologique et l'impact sur la morbimortalité en Algérie. Vous allez voir à un moment donné tout ce qui a été dit, je ne suis pas loin de ce cadre-là, je vais bien insister sur 2 ou 3 éléments, etc. Voilà, la transition épidémiologique, d'abord ça nous rappelle Abdel Omran qui a été le premier en 71 à parler de la transition épidémiologique. Le premier, d'ailleurs on va y revenir dans le concept, etc. Bien que, j'ouvre une toute petite parenthèse parce que quand j'entends le professeur Aït Hamouda, je dis que cette transition épidémiologique n'a pas lieu parce que maintenant on est en train d'assister, mais là il le justifie par les modifications des écosystèmes qui font que maintenant on est dans l'émergence et la pathologie réémergente comme on a vu le Zika, le West Nile, etc. etc. Donc, rappelons-nous toujours Omran en 71 qui a été le premier à expliquer un peu la transition épidémiologique. Comment, selon les causes de décès, on va y revenir après. Alors les causes de décès, on va voir, les maladies transmissibles et les décès par maladies non transmissibles et dégénératives, et enfin par les traumatismes. Bien, alors la transition épidémiologique, ce qu'on doit retenir, 5 éléments. Premier élément, c'est quoi? C'est le passage sous l'influence d'un développement socio-économique. De quoi? Regardons bien, le deuxième élément, donc c'est le passage d'une structure à mortalité dominante infectieuse vers quoi? Voilà, vers ce qu'on appelle une structure de mortalité dominante chronique et dégénérative. Sous l'impulsion de quoi? Eh bien, on va répondre sous l'impulsion d'une amélioration des conditions de vie de l'homme dans un collectif. Eh bien, on a eu donc ce glissement d'une pathologie infectieuse vers une pathologie chronique et dégénérative, etc. Attention, 1 élément, 2 éléments, 3 éléments, 4e élément, et ensuite, maintenant, c'est le nerf de guerre, à savoir, c'est la hausse des coûts en matière de santé. L'enjeu, il est là. Le véritable challenge, justement, c'est comment pouvoir répondre, justement, à cette demande. Alors, le véritable challenge, c'est se fixer le défi. Alors, le défi, c'est quoi? C'est de pouvoir assurer un équilibre. Assurer un équilibre de quoi? Eh bien, il faut le dire, un équilibre entre 2 éléments importants, la qualité des prestations et aussi les dépenses consenties pour répondre à un besoin. Mais attention, et ça a été un peu le débat ce matin quand on parlait de la FMC, quand on parlait de l'accessibilité aux soins, quand M. Tobé nous parlait des programmes nationaux de santé, un élément très important, c'est le principe inaliénable de garantir l'équité, l'égalité entre les citoyens en matière d'accès de soins. Ça, c'est un élément. Un élément important, c'est vrai que la transition épidémiologique, avec tout ce que cela implique, va nous donner les éléments qu'on a vus. Il y a des dépenses parce qu'il faudrait répondre à des besoins de santé de la population, mais l'élément le plus important, on n'a pas le droit de privilégier une commune par rapport à une autre commune, une wilaya par rapport à une autre wilaya, parce que la constitution de notre pays garantit un élément important, c'est l'équité, et l'égalité à quoi? L'égalité entre les citoyens
en matière d'accès de soins. Est-il normal que le gars de Ouergla puisse faire une échographie ou là, une tomodensitométrie ou là, une IRM, et pourquoi le gars de Ouetsouf ne peut pas y accéder? Donc, attention, il ne faut pas se mentir. Il faut toujours apprendre à dire des vérités parce que la santé, au même titre que l'économie, au même titre que la sécurité d'un pays, c'est un facteur de cohésion sociale. La santé est un facteur de cohésion sociale. Là, il faut que ça rentre dans nos têtes, en tant que professionnels, en tant que citoyens, que l'accès aux soins, de la même manière, est un facteur de cohésion sociale. Quand le gars de Ouergla, parce qu'il n'a pas pu voir un dermatologue, il n'a pas pu avoir accès à un gynécologue, il est dans son droit de le faire. L'accessibilité aux soins est une chose garantie par la Constitution en matière d'équité et d'égalité. Bien. Alors, regardons, c'est illustratif. À travers toutes les régions du monde, nous avons la pathologie infectieuse. Vous avez les causes de décès par maladies chroniques et dégénératives et traumatismes. Ce que vous avez en vert, stipule que ce sont les maladies dégénératives chroniques. Et bien sûr, là, vous avez à peu près, bien sûr, les maladies infectieuses. Donc, à travers le monde, les risques de décès, justement, par cause de maladie, voilà. Alors, la question qu'on aimerait poser, la transition épidémiologique en Algérie, il faut le savoir, et là c'est un élément important, elle a été observée et amorcée en Algérie à la fin des années 80. Toutes les études le montrent, je cite, les études sur les priorités de santé, les enquêtes nationales au niveau de l'Institut national de santé publique, les motifs de consultation faits par Dr Rouchpoud, Dr Bellamri, etc. Donc à travers des études, on va voir l'enquête Tahina, qui a été bien sûr orchestrée par l'Institut national de santé publique, par le marhoum Dr Atek, qui a montré que la transition épidémiologique, elle a été observée et amorcée en Algérie depuis les années 80. Alors la question que n'importe quel citoyen professionnel devrait se poser est la suivante. C'est de dire, a-t-elle été le fait d'un phénomène isolé ou bien d'un phénomène spontané? Voilà, il faudrait qu'on puisse répondre à cette question. Eh bien, la réponse, selon des sources documentées, ce sont des sources documentées. À partir de là, la transition épidémiologique a été précédée d'une transition démographique. C'est le préalable de toute transition épidémiologique. Le premier élément, avant qu'il y ait une transition épidémiologique, il y a eu une transition démographique. Deuxième élément, comment on a eu cette transition démographique? Plusieurs facteurs, ce qu'on disait, les mouvements d'industrialisation, les mouvements de population, les mouvements d'hyperurbanisation qu'a connu notre pays, etc., etc., etc. Donc tous ces éléments-là ont fait qu'il y a eu cette transition démographique qui a été le prélude de la transition épidémiologique. Et aussi, l'impact de cette transition démographique, c'est surtout le changement dans la structure d'âge de la population que je vais vous montrer. Alors, à titre illustratif encore, voilà ce que vous avez. Vous avez ce qu'on appelle là, c'est connu, la population, ce qu'on appelle la pyramide des âges. Et là, vous avez les différentes figures que pour vous... Il faut qu'on retienne celle-ci. C'est ce qu'on appelle une pyramide des âges en contraction. Pourquoi? Parce que vous avez une faible mortalité, on a une faible natalité. Quand vous avez une base qui est élargie, ça veut dire on a une forte natalité. Et le sommet, quand il rétrécit, ça veut dire que qu'est-ce que nous avons? Nous avons une population vieillissante. Une population vieillissante. Et vous allez voir qu'en Algérie, je vais vous donner des perspectives sur 2050 et 2025. Inch'Allah, nos responsables vont lire ça, je vais vous montrer. Je vais vous montrer une image qui va vous montrer l'Algérie dans 10 ans. L'Algérie dans 10 ans, on aura encore le problème du West Nile, on aura le problème de tout ce que vous voulez, le problème de la drogue, le problème de la sexualité, le problème du chômage, on va y revenir. Bien, alors, est-ce que vous permettez que je me mette là? Très important. Là, c'est un algorithme qui a été émis par l'Institut national de santé publique. Regardez, alors là,
pour la première fois, on a parlé d'une transition épidémiologique prolongée ou parfois bloquée. C'est très important. Alors, la transition démographique, on a donc c'est au niveau de l'organisation, l'industrialisation, l'augmentation du revenu, généralisation des biens. Ensuite, une transition sanitaire par le déclin de la mortalité, une diminution de la fécondité. Je vais faire une illustration schématique et vous allez voir. Et vous avez la transition épidémiologique. Mais il faut préciser un élément très très important, c'est le suivant, regardez, et là je rejoindrai le professeur Aïd Hamouda pour parler d'une transition épidémiologique bloquée, parce que maintenant nous sommes dans la persistance des maladies infectieuses et nous sommes dans la réémergence des maladies infectieuses. Vous prenez des pays d'Europe qui ont connu un développement extraordinaire en matière de conditions de vie, n'empêche que nous assistons, à travers ce qui a été montré dans le travail du professeur Aïd Hamouda, la réapparition, la réémergence un petit peu de certains virus, comme donc la modification des écosystèmes, la résistance aux antibiotiques, c'est le problème des BHR, des BMR, des BTR, et vous avez la réapparition de certains microbes, de certains virus, de certaines bactéries. Voilà. Alors regardons là un petit peu, là vous avez la transition démographique. Regardez là à peu près, c'est un élément important. Vous savez que dans toutes les guerres, qu'est-ce que nous avons? La caractéristique d'une guerre, c'est quoi? C'est les restrictions, c'est la famine, on ne mange pas bien, etc. Mais attention, le paradoxe, regardez ce qui est extraordinaire. En même temps, quand, bien sûr, on fait la guerre, on ne peut plus voir son épouse, on ne peut pas se marier, on se marie mais rarement. Et juste quand on a une sensation de paix, c'est l'indépendance, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un phénomène de récupération. Le phénomène de récupération, tous les sociologues, tous les anthropologues leur expliquent. Dès qu'on est indépendant, regardez, à partir de 63, 64, 65, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu une augmentation de la natalité. Il y avait une augmentation de la fécondité. Ah, il y a l'indépendance, on va faire des bébés, etc., etc. Alors, si vous voyez un petit peu les moyennes de personnes par famille, c'était 8, 10, etc., etc. Parce que ça, c'est important. Regardez, cette courbe, elle est très, très illustrative. Regardons. Ensuite, à un moment donné, regardez, on a aussi, on va avoir un maintien de la natalité. Ensuite, on commence à avoir une baisse de la natalité. Pourquoi? Parce qu'à partir des années 80, la femme, maintenant, elle va à l'université. La femme, elle fait des études. Maintenant, ça veut dire que l'âge du mariage, il n'est plus à 22 ans, 23 ans. Elle va à l'université, elle a un diplôme, etc. On se marie à 29 ans. À 30 ans, donc le couple il est uni à 30 ans, on a le temps de faire un petit bébé, ensuite avec respectant un intervalle intergénésique, on va faire un deuxième, hop, finalement, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu la baisse de la fécondité, on a moins d'enfants que nos parents et nos grands-parents, donc vous voyez, à partir de là, qu'est-ce qui s'est passé? Et à partir de 90, on rentre en plein pied dans le phénomène de ce que nous appelons de la transition épidémiologique. Bien. Alors, regardons aussi la natalité décroissante. Regardons la natalité, comment elle a, voilà, donc là, en 70, on était quand même à une moyenne de 7 enfants par famille, et on commence l'indice de fécondité en descend. Regardons, ça c'est très intéressant. C'est une plaque que j'ai toujours aimée et que j'aime présenter à mes étudiants. Recensement général de la population algérienne en 66. Regardez comme la base était élargie. Ça veut dire on faisait beaucoup de bébés. Regardez. La forte natalité. Regardez. Ensuite, 10 ans après, on fait encore un recensement, 77. Et on va regarder, à un moment donné, on sent que finalement on a moins d'enfants. Donc la natalité rétrécit. Regardez ce qui me frappe. Là c'est 98, je vais vous donner 2025, 2050. Regardez, je suis frappé un petit peu par ces tranches d'âge entre 20 et 45 ans. Ça veut dire finalement, c'est encore une jeunesse, ça veut dire un gestionnaire avisé, un politicien avisé, il devrait avoir ce regard prospectif. Ça veut dire dans les années à venir, on aura encore le problème de la sexualité,
on aura le problème du tabac, on aura le problème de la drogue, on aura le problème du chômage, on aura le problème de l'endoctrinement, on aura le problème de l'harraga. Donc vous voyez, donc ça ne veut pas dire qu'avec Tebboune, les choses vont se régler. Pas du tout. Ça veut dire que c'est pour cela que je dis qu'il faut... Non. Il faut qu'on ait cette vision prospective. Ça veut dire qu'on doit avoir ce regard lointain. On a ce regard lointain. Dans les années à venir, les problèmes que nous vivons peut-être maintenant, je le dis, à une petite échelle, nous les verrons quand même à une grande dimension. Voilà. Alors là, je vous donne encore les causes de décès par groupe de malades. Voilà. Donc là, vous avez les maladies infectieuses et vous avez bien sûr les maladies chroniques, dégénératives, etc. Alors là, c'est encore intéressant, l'évolution du taux de mortalité et de taux de mortalité. Voilà le taux de mortalité infantile, comment il commençait à baisser. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'Algérie a investi énormément d'argent. Il faut savoir que, à l'aube de l'indépendance, en 62-63, on avait le taux de mortalité infantile qui était de 200 décès pour 1000 naissances. Et l'Algérie, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est inscrite dans la démarche de l'OMS, ça veut dire la lutte contre la mortalité infantile, et d'année en année, on est passé de 200 jusqu'à maintenant, on est à 60 décès pour 1000 naissances. Attention, ça ne veut pas dire qu'on est heureux, on n'est pas heureux. Pourquoi? Parce que le regard que nous avons sur la Tunisie, le Maroc, la Libye, etc., et quand on voit les moyens que nous avons sur le plan structurel, les compétences humaines, les compétences structurelles, les visions politiques, il est inacceptable que le taux de 60 décès pour 1000 naissances règne encore en Algérie. Est-ce que vous comprenez? Voilà un petit peu ce qu'on devrait retenir. Donc l'évolution du taux de mortalité infantile, voilà, il a baissé, mais il n'en demeure pas moins que ce taux resterait à l'échelle maghrébine inacceptable, comparativement à celui de la Tunisie, du Maroc, de la Libye, de la Mauritanie, etc. Voilà, je vais vous donner ça, et ça c'est très important. Regardez, en 70, l'espérance de vie était de 50,7 ans. C'est extraordinaire. En 1970, regardez, ensuite, les efforts qui ont été déployés, et en 2016, nous vivons actuellement à 77,5, ce qui nous donne à peu près une longévité, un gain de 25 ans depuis 70. Ça, c'est très élément. Vous l'avez dit, quand même, il faut le saisir maintenant en disant, il y a eu des efforts qui ont été accomplis, il y a eu quand même des efforts, la preuve, on a eu quand même un gain de longévité qui est extraordinaire, à savoir 25 ans. C'est très très important. Et comme vous pouvez le remarquer, finalement, les femmes vivent plus longtemps que les hommes. Toujours. Magnifique. Ah, finalement, on a beau dire que le mara naqisatu din, naqisatu aql, ben c'est pas vrai finalement. Assez souvent, et plutôt je le dis tout le temps, elle est plus forte et plus balèze que l'homme finalement. La preuve, nous avons des pathologies qui nous handicapent. La femme n'en a pas autant que nous. Là, c'est un élément important quand même. Et là, voilà. Très bien. Alors, voilà, l'impact de la transition épidémiologique sur la morbimortalité. Il faut savoir que cette transition va bien sûr impacter notre société sur le plan de la structure de la population. Quand je dis structure de la population, cela veut dire, je parle un petit peu de la composition en âge de la population. Et dans ces nouveaux, et là on insiste, besoins de santé. On a écouté le professeur Bourroura, on a écouté notre ami Mourad Lahmar, on a écouté le Cheikh Hamouda, on a écouté aussi notre ami Sadiq Mna, on a aussi écouté Sayeh. Donc à un moment donné, quand ils nous montrent leurs travaux, ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a de nouveaux besoins de santé. Il y a de nouveaux besoins de santé, ça veut dire, même il y a quand même une réalité sociologique, ça veut dire la population est là, elle est en train d'exprimer un nouveau besoin, ce nouveau besoin demanderait à un moment donné d'être non seulement ressenti, mais d'être satisfait. Par qui? Par l'autorité, par le pouvoir qui devrait répondre justement à la demande de ce besoin.
Alors voilà, donc la structure. Qu'est-ce que nous avons une population en 62, en 99, en 2007. Vous avez la structure de la population qui change. Les moins de 15 ans qui étaient à peu près tant, regardez, ça va changer. Le taux de natalité, il y a tendance à changer. Le taux de mortalité générale, l'âge moyen au mariage, regardez, on se mariait à 21 ans. Maintenant, quand même, depuis 99, on se marie à 31 ans. À 31 ans, parce qu'à l'époque, il faut partir au service national, on est diplômé, il faut avoir un logement, etc., etc. Et la fille, regardez, même les femmes, c'est la même chose. Elles se marient à 27 ans, et regardez, et ça va encore à 29 ans. Ça veut dire que finalement, moralité de l'histoire, l'espacement de naissance se règle de lui-même. Le nombre d'enfants se règle de lui-même, finalement. Quand on arrive à 30 ans, quelqu'un dit que moi je vais avoir un enfant, combien d'eux? Maximum. Le plus performant d'entre nous aura 3 enfants. Ça veut dire une moyenne d'un enfant tous les 2 ans, ça travaille, ensuite on arrête, c'est comme ça. Donc finalement, c'est le temps qui fait changer le déroulement des choses, etc. Vous avez le taux de mortalité maternelle, voilà, en baisse. Regardez les efforts accomplis par le pays. Il faut le dire en matière de structure, en matière de réalisation. Le problème est là, ça veut dire nous n'avons jamais été capables d'être porteurs d'un projet. Ça, c'est un point important. Ce que disait tout à l'heure, je sais, ou M. Bourrora, ou la professeure Ahmad, c'est ça. On n'a pas été capable de se projeter et de maintenir le projet. C'est ça notre temps. C'est ça notre temps, c'est ça le mot. On a été dans l'incapacité d'être prévoyant, même si on arrive au but, on travaille une année, ensuite c'est le relâchement. C'est un peu la culture algérienne. Hein. On est comme ça, hein. On aime, il suffit de rien, on ne commence plus à aimer. C'est un tempérament sociétal, c'est propre à nous, vous voyez. Voilà, bien. Alors regardons aussi la répartition des maladies par groupe. Regardez, les maladies transmissibles qui étaient en 71, 80%, en 2007 on est à 30%. 60% c'est quoi les maladies non transmissibles? Vous voyez, donc finalement le poids des MT qui commence à dominer. Regardez par exemple les maladies qui étaient éradicables par la vaccination. Je prends la rougeole, tétanos, diphtérie, coqueluche, tuberculose, etc. Voilà, vous avez des chiffres, et là vous commencez à avoir une baisse. C'est du fait de quoi? De la promotion de la vaccination, de certaines maladies qu'on peut éradiquer par la vaccination. Ça veut dire qu'il y a eu des efforts qui ont été accomplis. Regardons maintenant les maladies chroniques. Les maladies chroniques, non. Ça, c'est l'enquête du ministère de la Santé publique. On l'appelle l'enquête à indicateurs multiples. Maintenant, ils sont en train de préparer l'enquête de 2018. Normalement, on doit avoir les résultats 2019. Normalement, début 2020, on aura ces résultats. On a le cancer qui s'implante, les maladies cardiovasculaires qui s'implantent, l'hypertension artérielle, le diabète, l'asthme, etc. Alors regardez mes amis, ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça c'est une diapo que de fois je la montre à mes étudiants. Et à chaque fois je l'interprète à ma manière. Regardons bien. Alors là vous avez les maladies chroniques. Hypertension, diabète, maladie vasculaire, l'asthme, etc., etc. Regardons bien ce tableau. Ce tableau, vous avez les tranches d'âge, voilà. Regardez ce qui est frappant dans ce tableau-là. Ce qui est frappant, apparemment, on ne voit rien, il n'y a que du rouge et du noir, mais à un moment donné, on commence à regarder ici. Regardez. À partir de 35 ans, toutes ces maladies chroniques commencent à s'accrocher. Regardez, on était à 0, on est à 7,82. Le diabète, 0,42, on commence à monter. L'âge, etc. Moralité de l'histoire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, dans la société algérienne, notre société, là, il faut retenir ça, c'est un point important, et peut-être c'est mon message, parce que ma collègue, professeur Oudhi, a parlé ce matin de la surveillance intégrée, etc. Je n'ai pas assisté malheureusement, pour essayer de compléter. Ça veut dire qu'à partir de 35 ans, en Algérie, on commence à tomber malade sur le plan chronique. C'est extraordinaire. Ça veut dire quoi? Moralité de l'histoire. On va faire une simulation. Nous sortons de l'université à partir de 30 ans. Nous nous marions à 31 ans et à 32 ans, on commence à prendre des médicaments.
Voilà, très bien, Cheikh Hamouda. En plus du mauvais sang, le stress, etc. Et on commence à tomber malade. Cette diapo m'a toujours marqué quand je la montre aux étudiants, c'est pour les inciter, attention, faites très très attention, toutes les maladies chroniques, on ne les a pas à partir de 60 ans. On ne les a pas à partir de 70 ans, mais on les a à partir de 35 ans. C'est pour cela que ça devrait normalement nous inciter à une réflexion globale, etc. Voilà l'incidence du cancer. Je donne pour essayer de vous montrer que le cancer s'installe dans notre pays à travers les différents registres du cancer. Voilà les différentes localisations du cancer. La mortalité proportionnelle selon les 2 années. Les maladies cardiovasculaires en matière de décès, on est passé de 19% à 36%, le cancer de 12 à 13%, etc. On estime que les maladies non transmissibles sont responsables de 75% de décès par rapport versus 63% en 2008. Cela prouve quoi? Cela prouve qu'on est quand même dans la chronicité, on est quand même dans la pathologie et assez souvent, on n'arrive pas à répondre à ce besoin ressenti par la population. L'enquête Alina en 2005, l'Institut national de santé publique, à travers le docteur Atekullah Yahmou, les causes de mortalité étaient 58,8% contre 22,7% pour les maladies transmissibles. Bien. Alors, ce qu'on peut retenir, c'est que l'impact sur la mortalité, augmentation de l'espérance de vie. Ce que nous avons de positif, c'est ça, ça veut dire qu'on a eu un gain à peu près de 25 ans. Il fut un temps, on mourait à 47 ans. À 52 ans, on a un gain de 25 ans. La mortalité maternelle, on a une baisse de la mortalité maternelle. C'est très important. Ça veut dire du fait de la compétence qui existe, les structures qui existent, et même une politique de santé qui va dans ce sens-là. Une diminution du taux de mortalité infantile. Très important. Ça veut dire des efforts dans le cadre du programme de lutte contre la mortalité infantile. On a une augmentation des cas de cancer, 50 nouveaux cas de cancer par an, attendu à partir de 2025. Chiffre communiqué par la Société algérienne d'oncologie et à travers les registres, bien sûr. Enfin, 76% des décès qui sont dus aux maladies non transmissibles. Alors, selon l'Organisation mondiale de la santé, quels sont les éléments déterminants qui favorisent cette transition épidémiologique? D'abord, c'est l'évolution des niveaux de vie, le revenu qui est quand même amélioré, qui peut permettre aux gens de se permettre d'aller faire des choses, etc. L'évolution du niveau d'instruction, toutes les études ont montré que plus on a un niveau intellectuel et plus on se soigne, donc il y a une offre de soins, il y a une demande de soins. La production, l'utilisation de nouvelles connaissances, Brucker le dit dans un de ses documents, les éléments de la vie moderne, le développement des services de santé est un facteur impulsif dans la demande en soins. Voilà, je vous montre aussi en matière de coûts, le PIB, voilà, une amélioration perspective du niveau de vie des Algériens. Bon, voilà, on voit le PIB, comment bien sûr il évolue. Voilà, il évolue d'une manière exponentielle. Ça veut dire on est là, on est quand même une amélioration. Quand on compare les années 2000 aux années 2010-2012, le PIB augmente en ce sens. Alors, la transition nutritionnelle, qui peut être un facteur, bien sûr, modérateur, ou je dirais qui donne la pathologie, les modifications du mode de vie, les changements socio-économiques, la surcharge pondérale, l'obésité, bien sûr, le déclin de l'alitement maternel. Les déterminants socio-économiques de la transition épidémiologique. Vous avez une politique sociale qui a été quand même mise en place, il faut le dire, par les différents gouvernements, une politique de santé axée sur la prévention des maladies et la mise en œuvre de politiques démographiques, mais quand même, ce que disaient tous les amis ce matin, il n'y a rien de palpable sur le terrain. Quand on voit la réalité du terrain quand même, on sent que les actions sont là, mais les résultats sur le terrain, parce qu'il n'y a pas eu d'évaluation. Accès aux soins,
pour tous dans les cas de soins de santé primaire. Voilà, donc là aussi, ça a permis quand même une accessibilité aux soins. On se rappelle, il faut le dire, parce que maintenant, en 2019, nous sommes dans une exigence sociétale. Les gens de maintenant ne sont plus comme les gens d'avant. Maintenant, les gens sont plus exigeants parce que le mode de vie, parce que le monde est ouvert, parce qu'il y a l'Internet, parce qu'il y a les réseaux sociaux, etc. Enfin, un marché de soins de plus en plus difficile en matière de moyens diagnostiques et thérapeutiques, l'augmentation de la population médicale. Je vais vous ouvrir juste une petite parenthèse. Ce n'est pas que je sois alarmiste, pas du tout. Ça fait 3 semaines, on a bloqué toutes les importations en Algérie, vous le savez, jusqu'à nouvel ordre. Le président de la République l'a re-signé, le document, on a bloqué toutes les importations. Moi, je vais vous le dire comme ça, je rentre d'Alger, j'ai été frappé par un élément qui m'a énormément touché. C'est que là où il y a eu arrêt de l'importation jusqu'à une date donnée, ça veut dire que finalement, je parle de la production pharmaceutique, je dis la production pharmaceutique, je me pèse mes mots. En matière de production pharmaceutique, c'est la mise à nu, ça veut dire pendant des années, il n'y a ni production ni rien. Et je le dis, ça m'a été dit par quelqu'un de la centrale pharmaceutique qui m'a raconté ça. Il s'est avéré que quand on a fermé, attention, quand on a fermé l'importation, c'est pas pour le problème du médicament. On visait autre chose, mais comme ça s'est généralisé, alors on s'est regardé dans les yeux, on s'est dit finalement c'était du khorté. On est en train de plaisanter. Et M. Sayeh, vous êtes mieux placé que moi, peut-être pour confirmer et dire, etc. Voilà, donc je vais dire aussi que l'amélioration du niveau de vie qui stimule la demande en soins, et c'est tout à fait normal, quand même on est dans des temps où l'enfant est devenu exigeant. Il veut s'habiller, il veut se soigner. Quand on a un petit bobo maintenant, on veut aller voir le dermatologue. Hein. Quand on a une dyspepsie, on veut aller voir le gastro-entérologue. Donc ça évolue dans les mœurs, etc. L'offre de soins, aussi bien publique et privée, a été quand même diversifiée, mais faiblement coordonnée et manque de complémentarité. Là, c'est une réalité. Il y a des gens qui sont mieux placés pour le dire. Il faut savoir aussi, il y a le problème des capacités de financement. Il faut savoir que les facteurs d'accroissement des dépenses de santé qui sont très très importants. Voilà, donc je vous donne ce diagramme pour voir les dépenses de santé par habitant. Voilà qui vous montre un petit peu cette progression exponentielle, etc. Les perspectives, je vais dire un mot uniquement. Monsieur Tobé en a dit, et j'ai beaucoup aimé quand il a parlé d'atteindre les indicateurs du standing international OCDE. Il a bien dit. Ça veut dire que maintenant l'Algérie, est-ce que nous sommes dans les normes de l'OCDE? Non. Un médecin pour tant d'habitants, un pharmacien pour tant d'habitants, un agent paramédical pour tant d'habitants, il y a des normes de l'OCDE. Est-ce que nous sommes à même un petit peu de les mettre à côté? Eh bien, on n'a pas encore atteint ça. Alors, effacer les disparités sanitaires, il en a parlé, il a fait tout un travail au niveau de la région ordinale de Batna sur les disparités entre certains quartiers, communes de Marwana, Intouta, etc. Donc ça, il faudrait un petit peu à l'échelle locale, régionale, effacer les disparités. Parachever la mise en place d'un système de veille sanitaire. Parce que donc là, ce que disait professeur Aït Hamouda, quelque chose de formidable, normalement pour des gens avisés, le message, ça veut dire, est-ce que nous sommes dans une situation de lanceur d'alerte ou de détecteur d'alerte? On est dans la surveillance épidémiologique, c'est vrai. Est-ce que cela suffit pour détecter, pour pouvoir alerter et intervenir sur le terrain? C'est un débat aussi. Continuer à mettre en place les standards de qualité, ce qu'on a parlé ce matin. J'entendais M. Sayeh parler un petit peu de la certification ISO, etc. La prévention de la lutte intégrée contre les facteurs de risque, ça a été dit par le professeur Rouchet.
Programme national de lutte contre le cancer, il faut une stratégie, améliorer l'accès aux centres anticancéreux, c'est tout un débat. En conclusion générale, la transition est une évidence sanitaire. Nier la transition épidémiologique, ça veut dire c'est n'avoir rien compris à tout ce que nous sommes en train d'entendre dans ce pays. Très important, c'est une évidence sanitaire en Algérie. Ça veut dire que si les maladies transmissibles ont connu un déclin, les maladies chroniques dominent le tableau épidémiologique. Les changements du mode de vie, les comportements alimentaires, l'activité physique, l'environnement sont les déterminants de la transition épidémiologique. Redéfinir les priorités, les enjeux en termes de santé, ça a été, je crois, le message de la matinée de mon ami professeur Tobi, c'était le mot, à un moment donné, redéfinir. Oui, il faut avoir le courage, même un père de famille, Fidaro, quand il voit qu'il n'y a rien, eh ben, il faut redéfinir les choses, il faut revoir sa copie d'examen. Voilà, Gaël, je suis sur la mauvaise voie, il faut avoir le courage de le dire. C'est ça. Parfois, c'est un courage, entre guillemets, médical, c'est un courage pédagogique, c'est un courage, je dirais, même pour élever un peu la barre, un courage politique de dire ça ne marche pas. Ça ne marche pas, ne faut-il pas revoir sa copie? Au lieu de rester dans l'ego, un aya, hypertrophie du moi, ou un adulte, etc. Non, il faut avoir le courage de dire ça ne marche pas, ayons le courage de revoir sa copie d'examen. Voilà, et enfin, et ça a été encore dit par M. Tobi, la préoccupation partagée avec les autres partenaires dans le cadre d'une stratégie globale, intégrée et multisectorielle. Sur ce, je vous remercie de votre attention. Merci.